coucou, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que je sais pas, j'attendais d'en faire une grosse je crois. Et je suis hyper heureuse parce que j'ai plein de trucs super beaux à vous montrer. J'ai fait trop des chouettes lectures ces derniers temps. Je pense que c'est parce que d'abord j'ai fait une espèce de deuil. Je pense que toutes les personnes qui évoluent dans un univers artistique ou du moins qui veulent être artistes comprendront. Mais en fait, moi j'avais envie, vu que j'aspire à écrire et à être publiée et à faire lire mes textes, je pense que j'avais une espèce de quête de légitimité littéraire, à savoir d'essayer de lire tout ce qui se fait pour comprendre l'univers dans lequel je vais évoluer, ce qui est normal. Sauf que sachant que moi, j'ai de la littérature contemporaine, je suis pas du tout classique, bah en fait, la production française déjà est énorme. Plus ajouter à ça la production américaine, parce que moi je lis beaucoup de littérature américaine, c'était encore plus énorme. Donc je pense qu'il y avait une part de moi qui me noyait dans une espèce de quête de lire des livres à avoir lu dans sa vie, quoi. D'où le fait que parfois, cette dernière année, je lisais des livres, mais sans grand plaisir de lecture. Et j'en viens à ce point-là, c'est que là, j'ai l'impression d'avoir retrouvé le plaisir de la lecture, à savoir de lire et d'avoir hâte d'être chez soi ou dans le métro pour lire. Et ça, c'était trop merveilleux comme sensation. Ça m'a reconnecté avec tous ces sentiments de l'enfance, de pas se sentir seule parce qu'on a un livre de ouf à lire. Enfin, je sais pas, ça m'a vraiment reconnecté à ce plaisir-là. Et du coup, ça m'a fait penser à un petit texte que j'avais acheté qui s'appelle Comment jouir de la lecture de Clémentine Beauvais. Clémentine Beauvais, je l'aime beaucoup. C'est une autrice jeunesse. Enfin, pas que, mais elle est connue pour avoir écrit pas mal de livres jeunesse. Et ça, c'est un tout petit essai où en fait, elle parle. Justement des plaisirs de la lecture parce que aujourd'hui je trouve qu'on a une lecture assez académique, voire intellectuelle de la lecture, à savoir il faut que ça nous apporte des choses, il faut qu'on apprenne. C'est plutôt le fond, la forme prime, mais on parle pas de ce que ça nous a créé en nous comme sensation, comme découverte, comme plaisir. Et j'aime bien parce qu'elle recense dans ce petit livre les espèces de passion de lecture. Notamment, vous voyez, c'est comme ça, c'est tout petit. Notamment, elle parle de la passion expurgatoire chez Aristote, du délice addictif, donc quand on lit parce que c'est une question de vie ou de mort et on a envie de lire la suite du roman, des transports échappatoires, quand on lit quelque chose et qu'on est transporté dans des nouveaux mondes, donc ça peut s'appliquer à la fantaisie mais pas que, à la plénitude existentielle de la composition littéraire qui signale notre humanité, à la galvanisation politique des lectures qui nous poussent à l'action, au bien-être réconfortant des lectures tendres, à l'appétit encyclopédique, donc quand on lit qu'on apprend plein de choses et que ça nous fait plaisir, à la fièvre investigatrice, au chatouillis intertextuel, à l'orgie des relectures, enfin bref, tout ça c'est plein de qualificatifs pour désigner les lectures et j'ai trouvé ça trop bien parce que j'ai repensé et je me suis dit mais c'est vrai et je pense que notamment ce que j'aime dans ce petit livre c'est que c'est pas qu'à destination des enfants, mais elle amène à poser la question qu'est-ce qui t'a plu dans le texte, qu'est-ce qui t'a ému, comment il a agi sur toi. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait faire plus pour donner envie de lire aux gens et pas forcément de dire qu'est-ce que t'en as retenu de l'histoire, quel fond qu'est-ce que t'en as appris, mais plutôt qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as lu. Et moi, c'est quelque chose que j'aurais trop aimé lire quand j'étais jeune ou voilà. Du coup, je le commande, c'est un tout petit livre, ça coûte 3,50€, c'est un mini essai et je trouve ça vraiment chouette si vous aimez lire ou que vous voulez offrir un mini cadeau à quelqu'un qui aime lire. Ça se lit super vite et en plus ça soutient cette autrice qui fait des choses merveilleuses, qui a fait notamment un livre génial que je conseille pour Noël qui s'appelle Songe à la douceur, qui est un livre, il me semble, d'amour qui n'est écrit qu'en vers, que j'avais lu il y a 2-3 ans sous les conseils de Julie et qui est merveilleux et qui pour le coup peut être un super livre à offrir à quelqu'un qui n'aime pas lire entre guillemets et qui a besoin de replonger dans la lecture par un aspect hyper ludique parce que c'est des vers, c'est de la poésie et en même temps l'histoire est universelle parce que c'est une histoire d'amour. Alors, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va lire? Premier livre que j'ai lu, et ça c'était un peu... Ça, j'étais encore dans ce truc d'essayer d'avoir lu des grands noms de la littérature contemporaine. Mais ça, je suis contente parce que c'était vraiment bien. Du coup, c'est Beloved de Toni Morrison. Toni Morrison, qui est une écrivaine américaine
très connu évidemment. Beloved, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Seth, je sais pas comment on le prononce, qui est une ancienne esclave et qui vit avec sa fille. Et un jour, le fantôme de l'enfant qu'elle a tué pour être libre va revenir la hanter. Et c'est un roman qui est magnifique, qui est bouleversant, qui est écrit, mais évidemment qui est merveilleux. Et ce qui pose la question du deuil, de la culpabilité et surtout de la maternité. Pour poser une grande question finale, c'est qui mange qui entre la mère et l'enfant? Est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que c'est la mère? Moi, c'est la question que je me suis posée quand j'ai eu fini de le lire. Je pense que c'est évidemment un livre à avoir lu une fois dans sa vie, dans le sens où c'est une écriture qui est très particulière, qui est très acérée, mais en même temps qui est très brumeuse. Il y a des passages où je ne savais pas si j'étais dans un rêve, dans un cauchemar ou si j'étais dans la réalité. Voilà, ça m'a fait un bien fou de lire ça. Ça m'a fait un bien fou, ça m'a déplacé, ça m'a touché. Je le conseille à tout le monde. L'autre livre dont je voulais parler, c'est Transatlantique de Camille Corset-Joly, donc aux éditions de La Contre-Allée, qui est une édition que j'ai trouvée très chouette. Enfin, j'ai beaucoup aimé. C'était la première fois que je lisais quelque chose de cette maison d'édition, donc j'ai adoré. En gros, pour résumer, c'est l'histoire d'Alex qui embarque avec sa bande d'amis aux États-Unis pour une opération où il va se défaire de ses seins. Et c'est un voyage dans sa transition. C'est écrit à la première personne. C'est très doux, c'est une sorte d'épopée amicale avec beaucoup de scènes qui sont très bien écrites, très vivantes, des espèces de tableaux de joie collective. Il y a une grande légèreté dans ce texte et un grand soulagement quand on le lit, malgré un monde violent et transphobe. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu, ça m'a intéressée, j'ai appris des choses et je trouve ça vraiment très bien écrit pour un premier roman. Je conseille à tout le monde de l'acheter, de l'offrir à Noël, vraiment trop chouette. Troisième livre que j'ai lu qui est Comme un malpropre de Richard Guettet aux éditions Esquif. Nouvelle maison d'édition, il me semble, qui sort des petits livres comme ça, avec à chaque fois une illustration très jolie en couverture, qui est dessinée par évidemment un, un illustrateur. Et il y en a d'autres dans cette collection qui sont sortis déjà et ça me donne vachement envie. Je l'ai trouvé pareil au taf. J'ai eu de la chance parce que là où je taffais ces derniers mois, il y avait beaucoup de livres en avant-première, donc j'ai pu lire pas mal de choses. J'ai adoré ce livre, déjà pour expliquer qui est Richard Guettet, parce que tout le monde ne le connaît pas, c'est un auteur. Il a écrit plusieurs romans, mais je les ai pas lus. Mais il est surtout connu du grand public pour son podcast qui s'appelle Bookmakers sur Arte Radio, qui est, je crois, j'en ai déjà parlé sûrement ici, un des meilleurs podcasts, toujours confondus, mais surtout pour moi la meilleure émission littéraire qui existe. Ce sont à chaque fois des épisodes, 3 épisodes d'à peu près 40 minutes avec un auteur. Donc Richard Guettet s'entretient avec un auteur ou une autrice ou un traducteur, quelqu'un qui travaille dans le monde du livre. Là, ça commence à se diversifier, mais au départ, c'était vraiment des auteurs et des autrices. Et pendant 3 épisodes, il le cuisine sur son processus de lecture, d'écriture et de réécriture. Et ça donne des entretiens qui sont hyper détaillés et qui sont surtout des super boîtes à outils pour des jeunes écrivains, jeunes écrivaines, parce que ça désacralise totalement ce truc de talent de l'écrivain. Il y a du talent, mais il y a surtout beaucoup de travail. Et moi, je me souviens qu'au tout début de ma pratique de l'écriture, ça m'a beaucoup aidé d'entendre des choses concrètes sur comment les auteurs travaillaient. Je me rappelle d'un épisode avec Lola Lafont où Richard Guettet lui demande comment elle travaille et elle explique qu'elle a 3 documents Word en cours, le document un espèce de carnet de bord de ce qu'elle veut écrire, faire dans son roman, un document avec les chapitres en cours, le troisième je me rappelle pas, mais je sais que c'était plein de petits points de vue techniques qui m'avaient beaucoup plu, et surtout Richard Guettet c'est un intervieweur qui est honnêtement merveilleux, qui pose des questions ultra justes, euh, qui a à la fois beaucoup de rire dans la voix, et du coup ça donne quand même des entretiens qui sont super plaisants à écouter. Enfin, c'est pas chiantissime, au contraire, c'est des petits bonbons, c'est tellement bien réalisé évidemment à chaque fois avec Arte Radio, c'est vraiment les pros. C'est les pros de ce monde-là, avec des réalisations magnifiques, il y a des lectures qui sont interprétées par des comédiens. Et ça permet d'entrer dans une œuvre littéraire, mais par un biais beaucoup plus sensible, beaucoup plus individuel, beaucoup plus intime. Et voilà, moi je ne peux que recommander Bookmakers, ça m'a beaucoup apporté.
Et du coup, j'étais hyper curieuse de lire Comme un malpropre. Et en fait, c'est assez rigolo. C'est l'histoire de Gary, 42 ans, qui nettoie son appartement. C'est un petit appartement parisien, je crois un 2 pièces. Et il va en fait démarrer par le nettoyage de son appartement une sorte d'introspection sur sa vie, sur son amour. Et il est à ce moment-là fou amoureux d'une femme qui s'appelle Rita. Et à mesure qu'il range, il y a des questions qui émergent, des questions sur ce que c'est qu'être amoureux, ce que c'est que vouloir faire vie commune. Ça m'a fait penser à certains moments au super roman que je reconseille qui s'appelle Les Détails de Jagenberg. Il me semble qu'elle est suédoise ou danoise, que j'avais adoré, qui était une espèce de roman où la narratrice faisait le portrait des 4 personnes, de 4 personnes très importantes pour elle, à travers les détails de ce qu'ils étaient. Donc soit leurs détails physiques, comment ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils lisent, et ça faisait à la fin des portraits des personnages qu'elle décrivait. Et là c'est un peu pareil, c'est à travers évidemment les objets, les souvenirs, les livres de cet appartement qu'on va apprendre à découvrir ce narrateur. C'est trop chouette, c'est tout doux, ça se lit hyper bien. C'était un bon livre que j'avais, pareil, encore beaucoup de plaisir à retrouver. Enfin, je crois que c'est vraiment le maître mot de cette vidéo lecture. Donc je conseille à tout le monde de le lire et de se renseigner sur cette nouvelle maison d'édition qui a l'air très chouette et j'ai vraiment envie de lire les autres. Voilà, il me reste 3 livres, je suis allée hyper vite. 3 livres, notamment, là on passe dans mes espèces de bangers qui m'ont un peu mis des grosses claques. Ça, je crois que c'est la plus grosse claque que j'ai eue cette année. Mm. Et je vais parler un peu moins vite parce que j'ai conscience que je parle très vite. En plus, je suis en train de reboire du café, donc là, dans 2 minutes, je parle en vitesse accélérée. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi sur YouTube on peut plus regarder les vidéos en x2? J'ai l'impression que c'est une fonctionnalité sur YouTube Creator parce que toutes les vidéos que je regarde en x2 chez les créateurs de contenu que j'aime, on peut pas les regarder en x2. Et certaines fois je peux, certaines fois je peux pas. Et du coup, en même temps, ça me permet de ralentir et d'arrêter de consommer des vidéos en x2, ce qui est complètement absurde. Mais voilà, si vous avez la réponse à ma question sur pourquoi certaines vidéos on peut pas regarder en x2, ça m'intéresserait. Bref, maintenant je passe à cette merveille qui est ma grosse claque que j'ai déjà offert tellement j'aime, qui s'appelle Yucca Mountain de John D'Agata. John D'Agata, qui est un écrivain américain que je ne connaissais pas. C'est un livre qui a été recommandé à la librairie La Friche. Je sais pas, ça m'a parlé déjà. Merveilleuse édition de la maison Tusitala, qui me semble être une édition belge. Une maison d'édition basée à Bruxelles, si je me rappelle bien de mes recherches. Déjà, l'objet est magnifique. Et ça, c'est assez rare pour le dire, mais juste objet magnifique. Alors, l'histoire. L'auteur se rend à Las Vegas en 2002 parce que sa mère va emménager là-bas. Quand il arrive à Las Vegas, il apprend qu'il y a une loi qui a été votée. Il apprend que tous les déchets nucléaires des États-Unis vont être enfouis à Yucca Mountain, un site qui est à 140 km de Las Vegas. Et à partir de là, John D'Agata, il va faire une enquête. Il va parler avec les lobbies, il va parler avec les gens qui sont les membres de cette commission-là, et il va expliquer comment c'est possible que les Américains disent oui pour un projet qui est scientifiquement dangereux. Et donc c'est une espèce d'enquête écologique qui se mêle en même temps à des scènes de la vie de Las Vegas, à une espèce d'anthropologie de cette ville qui est une ville lumière, qui est une ville monde, qui est une ville fantasmatique, mais qui en fait est une ville terrible. On apprend évidemment que c'est la ville avec le plus haut taux de suicide, le plus haut taux de consommation de drogue, d'alcool, mais il le fait pas du tout à la façon d'un journaliste avec des faits, mais il le raconte par des détails, notamment il explique des scènes qui me restent en tête où il explique que les promoteurs immobiliers et les architectes ne font pas des plafonds hauts parce qu'ils ont calculé que les joueurs de casino ne veulent pas jouer avec quelque chose qui leur rappelle le ciel. Enfin, il y a toute une réflexion même philosophique sur ce qu'est le jeu et sur ce qu'est les addictions. Bref, c'est assez merveilleux. Et du coup, c'est une fresque de Las Vegas, de sa violence. Et aussi une enquête sur la mort d'un jeune qui se suicide. John D'Agata, il va voir ses parents, il va essayer de parler. Il va aussi être bénévole dans un centre d'écoute, d'appel au suicide. Et en fait, il y a des passages, il faut les lire pour les croire, mais que j'ai l'impression qu'ils vont me marquer toute ma vie.
Notamment, apparemment, un passage où il explique ce que c'est l'appel téléphonique parfait dans ce centre-là de prévention de suicide. Et en fait, l'appel parfait, il dit, est celui qui donne 5 réponses à ces 5 questions de base. Pour commencer, qui sont-ils? Où sont-ils? Quand comptent-ils passer à l'acte? Comment? Et pourquoi? Et le pourquoi, on ne demande jamais pourquoi, parce que pourquoi, c'est la question qu'on pose quand on est en thérapie avec un psychologue. On ne peut pas la gérer au téléphone, mon lapin. On peut donner des informations à ceux qui nous appellent, du genre où trouver un thérapeute pour se faire aider. Mais demander pourquoi, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Et croyez-moi, ça peut devenir compliqué. Il faut éviter le pourquoi. Qui est quelques phrases qui résument totalement l'esprit du livre, qui est par moments poétique, qui est à la fois très politique. En fait, je sais pas dire quoi d'autre de ce livre qu'il faut le lire. Moi, j'ai envie de le relire. Je l'ai lu, je crois que je lisais 20 pages par jour pour pas que ça passe. Parce que déjà, c'est une lecture qui rend intelligent. On parlait tout à l'heure des plaisirs de lecture. C'est une lecture qui rend foncièrement intelligent parce que c'est une lecture qui est exigeante, parce qu'il nous prend pas pour des cons. Et c'est à la fois presque métaphysique. Là, je suis loin. C'est presque métaphysique comme écriture. Et à la fois, c'est très concret. Et à la fois, c'est poétique. Bref, s'il vous plaît, achetez ce livre. Offrez-le à tout le monde. Genre, cadeau de Noël parfait. Il coûte 9,90 €. Je pense que c'est vraiment pas cher pour le prix des livres en ce moment qui augmente. Offrez-le. Voilà, meilleur livre, je crois, de cette année, tellement ça m'a ébloui. Après, on passe à une BD. Je suis trop heureuse, de Alison Bechdel, qui s'appelle Lessivée. Alison Bechdel, mon autrice de BD préférée, qui avait fait la merveilleuse BD Fun Home, qui racontait sa relation avec son père et aussi son enfance passée aux États-Unis dans l'entreprise de pompes funèbres familiale. Après, elle avait fait C'est toi ma maman, qui était une BD autobiographique encore, qui questionnait les liens à sa mère, avec beaucoup de références psychanalytiques, à la psychologie, qui reprenait beaucoup l'essai de Winnicott sur La mère suffisamment bonne. Donc des lectures exigeantes, mais des BD magnifiques qui exploraient les liens de l'autrice à ses parents. Elle est connue pour une autre BD lesbienne qui s'appelle Dykes to Watch, que j'ai jamais lue. Après, elle a fait une autre BD récemment qui s'appelle Le secret de la force surhumaine, qui explore son lien à la compétitivité, au sport, et pourquoi elle a besoin d'être la meilleure dans son domaine en sport. Et donc, du coup, c'était une exploration sur aussi le commerce du sport, de la performance aux États-Unis. J'étais tombée grave à côté, ça m'avait pas du tout plu. J'en avais marre, je crois, de ce truc autobiographique qui ne marchait pas. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'elle avait sorti un roman comique. Donc déjà, ça change de ces autres BD qui d'habitude sont autobiographiques. Là, en fait, le postulat de base est assez rigolo. Donc c'est une espèce d'alias d'elle-même, donc Alison Bechdel, qui est du coup autrice américaine, lesbienne, extrêmement connue aux États-Unis, qui a eu un énorme succès avec ses BD et qui vit de ça. Ça, c'est sa vraie vie. Et elle se sert de sa vie pour créer une espèce d'alias un peu ironique. Donc dans cette BD-là, elle vit dans le Vermont avec sa meuf qui s'appelle Holly, qui a un refuge de chèvres nains. Elle sort de grands succès littéraires. Sa saga littéraire a été adaptée dans une série où on l'a pas du tout respectée. Par exemple, elle est végane et on fait d'elle une grosse bouffeuse de hamburgers, donc ça la saoule. Elle est dans cette espèce d'angoisse de la page blanche. Elle galère à écrire quelque chose d'autre, donc elle ambitionne de créer un show de télé-réalité pour apprendre aux gens à se libérer du consumérisme frénétique. Mais tout en faisant ça, elle est elle-même face à ses propres paradoxes, face à ses propres habitudes de consommation où en fait elle consomme de ouf. Elle a beau aller dans la Biocop la moins chère des États-Unis, enfin en fait ça lui coûte un rein à chaque fois. Et du coup, à travers cette espèce de quête pour elle d'écrire autre chose et de vendre ce scénar-là à Hollywood, on a surtout une grande fresque des États-Unis, mais une fresque des wokistes qui vivent à la campagne et qui se sont un peu retirés des grandes villes pour vivre une vie près de la terre, une vie plus éthique. Et du coup, pour une fois, le sujet de la BD n'est pas tant Alison Bechdel, sa petite vie, qui à chaque fois est hyper intéressante, mais ses émotions, mais plutôt elle se sert de ça pour faire une fresque de ses amis, Et du coup, on a des scènes hilarantes où on est au cœur du couple, d'un couple
d'un couple à elle, qui sont ses amis, qui se mettent en trouble. Il y a la fille d'un de ses amis qui va quitter l'école pour monter un podcast anarchique, et en fait le podcast il marche trop, et elle va inventer les pontes des penseurs contemporains marxistes. Enfin, il y a plein de... En fait, c'est hilarant et ironique parce qu'elle se moque de son petit milieu woke, de ses habitudes de consommation, de ses habitudes sexuelles, et à la fois avec une grande tendresse, et à la fois elle montre surtout des gens qui essaient de résister dans une Amérique qui est bouleversée par Trump, et c'est quelque chose d'assez fort dans la BD. C'est assez flippant malgré tout, et pourtant le ton reste toujours très 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 juste. Du coup c'est drôle parce qu'on se moque d'eux, et à la fois en fait on se moque d'eux, mais il y a plein de moments où on est comme eux, c'est-à-dire qu'on est dans nos contradictions de gens de gauche qui veulent bien faire, et en fait des fois bah, on croit bien faire et on fait pas bien. Et, et à la fois oui c'est une forme de... Il y a une grande forme de... Il y a une forme de résistance hyper joyeuse dans ce livre, et de communauté qui donne envie de vivre avec tous ses potes à la campagne et tout ça. Donc elle a beau se moquer, il y a quand même de belles choses qui ressortent. Et surtout, moi je l'attendais pas du tout dans l'humour, parce que Fun Homme, pardon, et C'est toi ma maman, c'est vraiment des BD qui sont quand même assez durs, parce que il y a toujours un peu d'ironie, mais elle vit quand même des choses assez terribles. Son père meurt quand elle est jeune, elle a un rapport avec sa mère un peu compliqué, et là elle se moque tellement d'elle-même, mais en fait c'est juste hilarant. Enfin, je découvre que cette femme est hilarante, et j'ai tellement ri. Pareil, je le lisais par petits bouts pour pas le lire trop vite, parce que c'était merveilleux. Ça, mais offrez-le à tout le monde. Ça, c'est comme Yucca Mountain, c'est le meilleur cadeau de Noël, ça peut plaire à tout le monde. C'est beau, déjà, c'est trop beau les dessins. C'est drôle, on apprend beaucoup de choses sur les États-Unis, même sur le monde d'Hollywood dont elle se moque. Tout ce système d'adaptation de livres en série et tout, c'est trop bien. Donc voilà, trop gros plaisir de lecture. On arrive déjà à la fin, puisque je vais parler de ces deux derniers livres. Magnifique édition du sous-sol évidemment, qui est Bartleby et moi de Guy Tallez. J'adore cette édition. Et Sinatra, un rhume de Guy Tallez, qui sont aussi, je pense, des super beaux cadeaux de Noël. Alors, Guy Tallez, si vous le connaissez pas, c'est un journaliste américain qui est un peu le fondateur du nouveau journalisme aux États-Unis. Donc, le nouveau journalisme, c'est un courant qui va croiser les exigences du reportage aux techniques de la fiction. Donc, c'est en gros le partage des mondes, hein, entre ce monde du reportage, du journalisme qui est ancré sur les faits, sur la vérité, et en même temps la l'infinité possibilités que la fiction offre à travers des procédés stylistiques, etc. Et tout ça se mélange dans ce genre-là qui est un peu inauguré. Guy Tallez, je le connais parce que j'avais vu un super documentaire sur Netflix qui s'appelait Le Voyeur, que je vous conseille à voir. C'était une enquête qu'il avait fait sur un homme qui était dans un motel et qui en fait avait observé pendant des années les clients du motel. Il avait notamment assisté à un meurtre, et le docu Netflix faisait parler euh, l'auteur de cette enquête, Guy Tallez, avec les acteurs de ce fait divers, je me rappelle plus, mais j'avais beaucoup aimé. Et récemment, mon amie Adèle m'envoie un super portrait de Guy Tallez qui a été fait dans Le Monde. Super portrait, je vais mettre un screen, mais que je vous invite tellement à lire pour comprendre un peu l'homme que c'est. Et donc on suit dans cet article un peu Guy Tallez dans son bureau à New York, dans sa maison où il a son petit KGB, son bureau. On apprend que c'est vraiment quelqu'un qui a écrit sur les petites gens pas importantes, a priori sur les correcteurs dans les rédactions des journaux où il va s'implanter, des vendeurs de rue, voilà, des personnages secondaires que l'histoire épique de la ville et de l'Amérique avait effacé. Et donc, je lis cet article qu'Adèle m'envoie, et je suis en mode, mais génial, j'adore les États-Unis, j'adore ce gars, j'avais vu ce docu, il faut vraiment que je lise quelque chose de lui. Donc, j'ai acheté Bartleby et moi, qui est en gros une espèce une fresque avec beaucoup de portraits, de petites histoires de gens que Guy Tallez a rencontrés. C'est vraiment trop bien. Ça se picore parce que c'est pas forcément suivi, donc je le conseille. Ça parle évidemment que de gens qu'il rencontre à New York.
Voilà, et en fait, ça forme à la fin du roman une espèce d'enquête sur ce qu'était New York et qui étaient ses habitants. Voilà, trop trop beau, trop bien écrit, hyper intéressant. Si l'histoire américaine vous intéresse, je conseille. Donc ça c'était le premier. Et le deuxième que je voulais absolument lire, c'est Sinatra a un rhume, qui est l'article en fait que Guy Tallez avait écrit pour refaire un peu le fil. Donc Guy Tallez qui est journaliste, il quitte le New York Times il me semble parce qu'il en a marre de cette exigence de ne pas pouvoir écrire des longs articles. Et donc je crois qu'il va chez Esquire, un magazine, qui lui demande de faire le portrait de Sinatra, de Frank Sinatra, le chanteur. Le problème, c'est que Sinatra refuse de donner une interview à Guy Tallez, et du coup, Guy Tallez va se dire, c'est pas grave, je vais trouver ma façon à moi d'enquêter sur lui. Et pendant 3 mois, il va interroger ses proches, il va interroger les gens qui bossent avec lui pour dresser à la fin un portrait de Frank Sinatra qui sera, dit-on, le meilleur portrait jamais écrit, puisque c'est un portrait pas de lui qui parle, mais un portrait à travers les personnes qu'il côtoie au quotidien. Et du coup, c'est c'est exactement ce qu'il fait dans Sinatra a un rhume. Je suis en train de le lire, donc je ne l'ai pas tout à fait fini. Ça, c'est un livre pardon, tout n'est pas Sinatra a un rhume, hein. Il y a 60 pages de Sinatra a un rhume. Le reste, c'est d'autres textes. Mais je suis en train de lire Sinatra a un rhume et c'est trop, trop bien. Ça, c'est pareil, c'est un merveilleux cadeau pardon, à se faire à soi-même si on a envie un peu de plonger dans des plumes journalistiques qui sont incroyables. J'ai hâte de les finir parce que c'est quand même des gros. Je pense qu'on ne les lit pas d'un coup, vous voyez, on les picore, etc. Mais c'est trop bien. Super maison d'édition, évidemment. Voilà. Donc, j'espère que ces petites lectures vous auront plu. J'ai l'impression d'être allée hyper vite. Après, j'ai. Ah, mais non, j'ai oublié un livre, c'est pour ça. Et j'ai oublié le dernier livre, mais je l'ai pas sous les yeux parce que je l'ai prêté à Sarah. En gros, le dernier livre, c'est La Bonne Mère de Alexandra Di Matteo aux éditions L'Iconoclaste, que mon père m'a prêté. Mon père me l'a prêté en me disant, mais c'est trop bien, tu vas trop aimer et tout. J'ai lu 10 pages et je sais pas, je suis pas rentrée dedans, j'ai arrêté et je l'ai relu la semaine dernière. Et là, je l'ai lu, je crois, en 2 jours. J'arrêtais pas de m'arrêter de le lire tellement c'est bien. Donc, c'est l'histoire, c'est un récit croisé d'une femme qui a la trentaine, qui vit à Paris. Et c'est l'autre récit de sa mère qui, elle, vit à Marseille. Donc, d'un côté, on a en gros un peu un cliché de la cagole marseillaise qui vit avec son chien et sa fille qui est devenue une grande intellectuelle et qui vit à Paris. Donc de ces deux mondes qui a priori n'ont rien à faire ensemble, et ces deux femmes qui s'aiment, la mère et la fille, mais qui en même temps ont pas mal de disparités, de différences. Et en fait, la femme de 30 ans va avoir une espèce de relation d'amour avec un homme intellectuel, un fils de politique, euh, qui est professeur, et il va se passer quelque chose et la mère de cette femme va protéger sa fille. En fait, c'est un merveilleux livre parce que déjà c'est hyper drôle, parce que la, la façon dont la mère parle, c'est une façon hyper marseillaise avec des codes marseillais. Elle écrit, enfin franchement, quand on lit le roman, tu entends la voix de quelqu'un qui vit à Marseille. Et c'est vraiment assez juste pour le coup, c'est très rare je trouve, ça faisait pas cliché, c'était juste vraiment vrai. Et ensuite, c'est très drôle, très bien écrit. Le personnage de la mère est hyper attachant et hyper intelligent, surtout derrière le cliché de la cagole. En fait, c'est pas du tout quelqu'un de peu intelligent, au contraire. La fille est hyper attachante parce que le drame qu'elle vit, en fait, on peut tout s'y identifier. Et c'est vraiment un roman sur la violence de classe et sur les violences faites aux femmes, quelles que soient les classes qu'elles occupent en fait, et sur ce lien fusionnel entre une mère et sa fille. C'est vraiment très très beau. C'est hyper chantant, c'est hyper visuel. Il y a des moments assez incroyables sur la rupture amoureuse et sur le manque, notamment que le personnage principal de la fille ressent, que j'ai trouvé vraiment très juste. En 2 lignes, elle arrive à camper le désespoir comme peu de personnes savent le faire. Et voilà, surtout une grande, grande, grande joie de lecture dont on ressort hyper heureux, hyper ému, hyper soulagé sur aussi sur cette espèce de trope un peu banal, mais qui est que l'amour sauve
de tout et qu'on n'est jamais seul dans la vie. Et c'est très beau de s'en souvenir, surtout dans les temps dans lesquels on vit. On a vraiment tous besoin des uns et des autres. Et du coup, c'est un vraiment trop chouette livre. La bonne mère, du coup, de Alexandra Di Matteo. Je vous conseille à tous et à tous de le lire. Bah, je crois que j'ai fini cette vidéo. Je vais faire deux trois petites coupes et puis ça va partir. N'hésitez pas à répondre en commentaire si jamais cette vidéo vous a plu, est-ce qu'il y a des livres que vous en donnez envie de lire ou pas, et puis partagez à vos proches, etc. etc. Moi je vous dis à bientôt et puis passez de bonnes fêtes de fin d'année, profitez de vos proches et ciao ciao.